Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du compte d'exploitation prévisionnel. À quoi il sert, pourquoi le mettre en place, comment le mettre en place. Alors, on va voir à la fois en quoi il consiste, à quoi il sert, et puis comment le mettre en place, bien l'utiliser, et également donner quelques conseils. Alors, cette chronique, elle s'adresse bien sûr plutôt à des entreprises en démarrage, mais pas uniquement. Euh, Puisqu'effectivement, à partir d'un certain stade, on va le voir, ça fait partie évidemment des outils qui sont incontournables pour l'entreprise. En revanche, au départ, on ne sait pas forcément par où démarrer. Alors, Confucius nous a dit qu'il était confortable de savoir où on va, mais d'abord, ce n'est pas toujours possible. Et il est parfois préférable, voire nécessaire, de naviguer à vue, au moins pendant un certain temps. Alors, l'idée de faire un prévisionnel peut déclencher des réticences, voire des réactions parfois un peu épidermiques. Voilà, si je choisis d'être entrepreneur, c'est pas pour passer mon temps à faire des tableaux. Je n'ai pas vraiment de temps à consacrer à ça. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est un truc pour les grosses boîtes. Alors, c'est vrai que tout ça n'est pas faux. Et effectivement, à première vue, c'est un exercice qui va être considéré plutôt comme rebutant, laborieux, parfois inutile, et puis finalement pas vraiment fait pour les entrepreneurs. Ça paraît effectivement un petit peu contraire au fameux principe d'effectuation, à la méthode effectuelle qui est si chère aux entrepreneurs et à Melsion, et qui va consister à saisir des opportunités avec les ressources à portée de main, à faire feu de tout bois, et qui est effectivement le contraire de la prévision. Et comme disait Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir n'est-il pas de le créer? Donc effectivement, tout ça paraît un petit peu antinomique. Alors, le compte d'exploitation prévisionnel, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Alors, compte d'exploitation prévisionnel, prévisionnel d'exploitation, parfois on parle de business plan, mais là c'est un petit peu différent puisque le business plan, le but du jeu n'est pas tant de construire un outil de pilotage, mais en général plutôt de faire rêver les investisseurs. Voilà, arriver à modéliser le plus gros chiffre d'affaires possible, de manière à justifier la plus grosse levée de fonds possible, évidemment, sur la plus grosse valorisation possible. Donc tout ça, c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Et puis en fait, ni même un autre jour, car comme on l'a encore vu aussi avec Patrick tout à l'heure, ce n'est pas du tout notre philosophie chez Melsion. Alors, on vous propose une première définition, à la fois simple et pragmatique, du prévisionnel. Il vous permet de vérifier que le chiffre d'affaires prévu est suffisant pour couvrir l'ensemble des dépenses prévues et que la rentabilité dégagée pourra vous rémunérer et peut-être vous permettre d'investir. Donc, c'est évidemment assez basique, mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, pour revenir un petit peu au basique, le prévisionnel, il est composé de il a trois composantes, le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Donc, à chaque fois, évidemment, on va prendre les produits ou recettes dont on va déduire les charges ou les dépenses. Et c'est le total de ces trois éléments qui va former le résultat avant impôt. Et puis après, évidemment, on obtient le résultat net après IS. Alors, on va voir deux exemples un peu, voilà, un petit peu typiques de compte d'exploitation prévisionnel. Ici, le premier, c'est une présentation très classique. Donc, on va évidemment, bon, toujours tout en haut, on va avoir les produits, les ventes, le chiffre d'affaires. Et puis en dessous, on va voir les dépenses qui vont être catégorisées, alors les achats et les fournitures, donc tout ce qui va être externe dans un premier temps, puis des charges internes de salaire, de rémunération,
Alors ici, on a impôt et taxes, donc c'est un petit peu confusant parce qu'évidemment, il ne faut pas confondre avec l'impôt sur le bénéfice, l'IS qui, lui, va apparaître tout en bas. Et entre les deux, on va avoir les produits, charges financières d'abord, et puis les produits et charges d'exploitation. Voilà, donc on a quelque chose d'assez classique ici, donc comme on le voit avec les dates 2014, 2017. On ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'innovation dans ce domaine, mais il y a d'autres façons de présenter les choses. Ici, on a un autre exemple où là, toujours les produits d'exploitation tout en haut, et on va en déduire dans un premier temps les charges d'exploitation directement liées à la production, ce qui va nous permettre de dégager, enfin de faire ressortir cette notion de marge brute. On va ensuite en déduire les autres charges externes de fonctionnement, charges administratives, etc. Ce qui va nous permettre de calculer une valeur ajoutée. Ensuite, on va en déduire les rémunérations des équipes et puis des dirigeants pour faire ressortir un excédent brut d'exploitation. Et puis ensuite, on va passer à la partie financière avec les charges financières, les amortissements, pour arriver au même résultat, à savoir le résultat net comptable après avoir déduit et calculé l'impôt sur les sociétés. Alors, donc le compte d'exploitation prévisionnelle, c'est un point de départ pour générer d'autres tableaux de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion, c'est ce qu'on vient de voir avec la marge brute, l'excédent brut d'exploitation, etc., la valeur ajoutée. Ça va nous permettre d'établir des tableaux de trésorerie prévisionnelle, à partir du moment où on va y introduire aussi les délais de paiement, etc. Et puis, à partir de là, des tableaux de financement. Donc, à travers un besoin de financement, effectivement, voir comment il va falloir, quelles ressources supplémentaires il va falloir mobiliser. Et après ça, ça va nous permettre de construire des tableaux de bord et de suivi de l'activité. Et bien ça, on va donc y revenir un tout petit peu plus loin. Alors, pour qui et pourquoi, surtout, le prévisionnel d'exploitation? Il sert donc avant tout pour l'entrepreneur et la pérennité de son entreprise. Donc, en gros, ça fait partie de l'hygiène de l'entrepreneur. Voilà, c'est un peu le b.a.-ba du pilotage. C'est un bon exercice en commençant par définir des indicateurs clés et les suivre, les fameux KPI. Alors ça va être selon l'activité, le nombre de clients, le chiffre d'affaires moyen, la marge par contrat, des notions de récurrence. Et puis ensuite, ça va servir à gérer la croissance, à anticiper, comme on l'a vu, les besoins de financement ou d'éventuelles difficultés. Et c'est là vraiment où la notion de pilotage est évidemment très importante. Et puis enfin, ça va prendre tout son sens avec la notion de consister à comparer le réalisé avec ce qui était prévu sur une base qui va être peut-être trimestrielle, puis en fonction de l'évolution de l'entreprise mensuelle, etc. Alors, le prévisionnel, il est nécessaire aussi, évidemment, pour obtenir un crédit. Il est évidemment un document clé qui va servir de base pour convaincre des partenaires. Par exemple, convaincre un banquier que l'entreprise saura rembourser l'emprunt qu'on sollicite. Donc, à ce titre-là, le prévisionnel, il se doit d'être sincère et réaliste. Je vous renvoie là à la chronique que j'avais faite sur la relation entre entrepreneurs et banque, et bien sûr aussi étayé par un dossier qui va décrire le projet. Ça va servir également à obtenir des aides, des subventions, et puis éventuellement, si c'est nécessaire, si malgré tout on souhaite faire entrer des investisseurs ou que c'est vraiment nécessaire compte tenu de l'ambition du modèle, c'est effectivement cet outil-là qui va servir à les convaincre. Mais à chaque fois, donc, il doit faire preuve de réalisme, voilà, faire la preuve du réalisme du projet et de l'entrepreneur, faire la preuve de sa rigueur dans l'approche. Et ce prévisionnel, il va évidemment servir de base pour une discussion avec ses partenaires et enclencher les questions et réponses et faire effectivement parfois aussi évoluer l'entrepreneur sur ses approches grâce aux réactions qu'il va pouvoir déclencher. Alors, à chaque stade, on va avoir un prévisionnel un petit peu différent. Au démarrage, donc,
Il existe plein de modèles qu'on va pouvoir trouver sur Internet, mais l'expérience montre qu'il vaut mieux partir de zéro. Euh, les modèles vont être trop compliqués, ils vont pas être adaptés à nos besoins et finalement, on va souvent perdre beaucoup plus de temps à essayer de les tordre dans tous les sens pour les adapter à notre situation. Et alors, si on part de zéro, eh bien, on va commencer par aligner quelques hypothèses de revenus, les coûts que ça va engendrer, et puis on va commencer à voir si ça s'équilibre. Alors, on va démarrer soit par les revenus, soit par les coûts, mais dans tous les cas, il va falloir à un moment donné trouver la bonne équation. Et puis, à partir du deuxième exercice, bah, partir du compte de résultat et puis commencer voilà, à y appliquer les développements prévus, y appliquer la stratégie qu'on envisage, etc. En phase de structuration, alors ça devient un exercice un petit peu plus technique, on va dire. Si on est plusieurs, l'un des associés est sans doute en charge de la gestion. Ou alors, on a un copain, une copine DAF qui va se faire un plaisir d'y consacrer un week-end, voire un peu plus. Ou alors, on va se faire aider par son expert comptable. Donc, l'entreprise, elle commence à être structurée, elle a un business model, elle a des clients, des ressources, des coûts, évidemment. Et elle constitue un système qu'il va falloir à présent faire évoluer. Donc, quand on parle de système, c'est une situation stable à un instant T, qui est à l'équilibre et qui est profitable en général. Et à partir de cette situation-là, on va faire évoluer les paramètres de recettes, de coûts, mettre en place donc une équation qui va aboutir à un nouveau système et ainsi de suite pour finalement, à partir du prévisionnel aussi, générer les tableaux de trésorerie et les tableaux de financement. Et puis ensuite, en phase de développement, de scaling, on a des enjeux qui sont plus importants. On a en général bah, donc une activité qui va se sophistiquer, des enjeux qui vont être plus importants, des choses qui vont aller plus vite. On est en mesure d'accélérer la croissance interne et ou externe en s'appuyant davantage sur le levier bancaire aussi. Donc l'entrepreneur va avoir besoin de prévisionnels et de tableaux de bord plus complexes, mais qui ensuite devront être aussi plus faciles à faire évoluer pour convaincre les banques, pour piloter au mieux le développement. Et donc, on va effectivement commencer à s'appuyer sur des ressources internes, le DAF ou externe, l'expert comptable, un consultant, mais évidemment toujours sous le contrôle de l'entrepreneur. À partir d'un certain moment, surtout si on a euh, des, des- des crédits, si on a une activité qui se développe et en fonction de la conjoncture, on peut être amené aussi à faire ensuite des révisions budgétaires, une, parfois deux pendant l'exercice, pour savoir voilà, comment va se terminer l'exercice, avec toujours ce souci d'anticiper au mieux à la fois la croissance, les besoins de financement et à l'inverse, anticiper aussi au mieux, au plus tôt, les éventuelles difficultés. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, pour démarrer son provisionnel, on va matérialiser les spécificités du modèle économique. Donc, comme on l'a dit, soit à partir de revenus existants et du modèle économique, donc les anciens, les nouveaux clients, la notion donc d'abonnement, de chiffre d'affaires ponctuel, de récurrence, de taux d'attrition ou de churn. Et puis, on va mettre en face les ressources nécessaires, les recrutements, les budgets, etc. Soit on va partir des coûts actuels, c'est-à-dire qu'on a effectivement un système qui fonctionne, une production qui fonctionne, par exemple, voilà, une ressource, un salarié qui va produire, un autre salarié, par exemple, qui va s'occuper du commercial, du marketing, etc. Et donc, on a ce système qu'il va falloir équilibrer. Et donc, on va, à partir de là, commencer à modéliser la manière de générer les revenus qui vont permettre d'équilibrer ces coûts qu'on va considérer comme des coûts fixes. On va partir aussi de la stratégie, des projets, du plan d'action pour introduire les ressources supplémentaires nécessaires sous forme de recrutement, de prestations, etc., etc.
Voilà, ensuite, on va pouvoir faire plusieurs hypothèses, hypothèse haute, hypothèse basse, choisir l'une ou l'autre, ou alors faire une moyenne de tout ça. Et en général, on va faire des itérations qui vont nous amener, aboutir donc à une ou plusieurs équations cohérentes pour ce prévisionnel. Alors, la théorie des contraintes s'applique bien au prévisionnel. C'est une approche évidemment intéressante pour l'aborder en utilisant donc les théories de Goldratt à travers donc le goulot d'étranglement. Se poser la question, où est-ce qu'il va se situer? Est-ce qu'il se situe quelque part dans la production? C'est souvent le cas. Alors, où exactement? À quelle étape du processus de fabrication? Est-ce que c'est en amont, au niveau des approvisionnements? Est-ce que c'est au contraire à l'autre bout de la chaîne, au niveau du commercial? Et on revient à la notion de système stable. Le goulot d'étranglement, il est identifié et toute l'activité, les ventes, les coûts vont être optimisés à partir de là. C'est comme ça, effectivement, qu'on va donc modéliser le prévisionnel en déduisant l'ensemble des lignes à partir du goulot d'étranglement. On est donc dans un système optimisé, un système qui fonctionne, qui est stable, et dans le prévisionnel, sur l'exercice suivant, on va voir comment passer d'un système à l'autre en élargissant ce goulot d'étranglement pour forcément en provoquer un autre et ainsi de suite, et voir donc comment augmenter l'activité, sachant qu'effectivement, par principe, il y aura toujours un goulot d'étranglement. Et là, je vous invite à vous intéresser à l'approche du throughput accounting. Donc, c'est l'extension de la théorie des contraintes de Goldratt qui va être appliquée à la comptabilité et qui se base donc sur cette notion du throughput qui est le débit de vente, c'est-à-dire le maximum de ventes que l'on peut générer en les faisant passer par le goulot d'étranglement à un instant T. Mais on va pas avoir assez de temps pour développer ça et surtout, je ne maîtrise pas suffisamment euh, cette théorie des contraintes appliquées à la comptabilité. Ce sera certainement l'objet d'une autre chronique. Alors après, une fois qu'on a donc le compte d'exploitation prévisionnel, ça va nous permettre de suivre l'activité en mettant en place un certain nombre de tableaux de bord. Donc, évidemment, un comparatif entre le réalisé et la prévision. Donc, on va pouvoir calculer des écarts en valeur, en pourcentage. Par exemple, on a fait le chiffre d'affaires qui était prévu, mais si on y regarde de plus près, on a fait un plus grand nombre de ventes, mais à un prix moyen inférieur. C'est évidemment une information très utile qui va nous permettre de mieux piloter l'activité à l'avenir. Ou alors, on a un retard ponctuel sur les ventes. Mais bon, pas de panique, c'est peut-être simplement lié au fait que les ventes suivent une courbe de Gauss et qu'il peut y avoir un décalage tout simplement lié aux écarts types ou à une grosse commande qui était anticipée mais qui va arriver juste un petit peu plus tard. Ou alors, au contraire, on va constater une accélération et il va falloir adapter la production, anticiper, peut-être lancer un recrutement qui prend toujours plus de temps que prévu. D'où, voilà vraiment l'intérêt de ces tableaux de bord qui eux-mêmes vont découler du prévisionnel et qui vont permettre de piloter de plus finement l'entreprise. Un suivi que moi je trouve vraiment intéressant et dont je me rends compte qu'il n'est pas toujours suivi par les entrepreneurs, pas souvent, pas toujours appliqué, c'est celui de la moyenne mobile. Bon, par exemple sur 12 mois ou même sur 3 mois, qui permettent de lister pas mal de variations, qu'elles soient saisonnières ou simplement liées aux écarts types. Voilà, pour conclure, quelques conseils, quelques ressources utiles. Alors, si le provisionnel est totalement à côté de la plaque, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est peut-être tout simplement qu'il est trop tôt. L'entreprise n'est pas encore un système, elle n'a pas atteint le niveau de maturité pour ça, elle se cherche encore. Voilà, le business model est encore incertain, donc ne passez surtout pas trop de temps à faire des prévisionnels qui vont être complètement à côté de la plaque. Attention à l'abstraction, à la magie Excel.
Voilà, ça peut devenir une fin en soi de faire un prévisionnel, ça peut devenir un véritable chef-d'œuvre, mais être totalement hors sol. Voilà, on a tous été à un moment donné fascinés à quel point Excel permet de construire des entreprises belles et performantes, voilà, en tirant les lignes avec des formules. C'est absolument incroyable ce que l'on peut produire comme valeur comme valeur abstraite. Bon, et alors, ne pas vouloir aller trop vite, faire évoluer ces outils avec le développement de l'activité de ses besoins, voilà, pas faire des choses trop sophistiquées en termes de prévisionnel trop tôt dans l'histoire de l'entreprise, mais faire évoluer effectivement ces outils prévisionnels, tableaux de suivi, etc., de trésorerie, de financement, au fur et à mesure de l'évolution de l'activité. Voilà. Et pour citer Patrick, ici présent, le prévisionnel est une carte qui s'affine avec le temps. Quelques ressources utiles, vous en trouverez à la Chambre de commerce et d'industrie, notamment de Paris, avec des modèles vierges qui peuvent être intéressants pour vous donner des bases. Un guide pratique par l'agence France Entrepreneur. Et puis, vous avez trouver un article sur le prévisionnel sur le site d'entreprendre.fr. Voilà, on pourra vous coller ces liens dans le chat. Voilà, merci de votre attention et à votre disposition pour répondre à des questions. Merci, Michael. Alors, boum, boum. Donc, je te remercie pour cette présentation parce que ça met l'entrepreneur au cœur d'une contradiction. Et notre vie est toujours dans la gestion des contradictions qu'elle porte en elle. Il y a d'un côté l'envie de connaître le futur, de l'autre côté le savoir qu'on ne peut pas le connaître. D'un côté, la nécessité de se rapprocher de la réalité pour prendre des décisions qui collent avec pour prendre des décisions qui collent avec la réalité. Et effectivement, faire un prévisionnel, on prend le risque de le prendre pour la réalité, ou plutôt on prend le risque que notre cerveau le prenne pour la réalité. Donc je crois que tu as bien montré du doigt le fait qu'il fallait utiliser après ce prévisionnel pour constater les écarts et essayer de les comprendre et améliorer la, la, l'appréciation de la réalité que l'on a. Frédéric demande comment on trouve un expert comptable qui connaît le throughput accounting. On lui pose la question de est-ce qu'il connaît le goal d'abord, si ce qu'il a lu le but. Et puis, bah, sinon, il faudrait qu'on relance l'association des amis de Goldratt en France. Je crois qu'il n'y a que comme ça. Et essayer d'entraîner là-dedans des experts comptables. La difficulté avec le throughput accounting, c'est que c'est vraiment une autre façon de compter. On va compter tout ce qui est charge fixe et tout ce qui est charge variable. Dans charge variable, c'est ce qui varie si on varie le chiffre d'affaires, si on varie les ventes, si on varie le throughput. Donc, est-ce que ça dépend vraiment du throughput ou pas? C'est la question qu'on se pose. Et après, l'ensemble des charges fixes vont porter sur le goulet d'étranglement. Donc, en fait, on ne va pas mettre des charges fixes sur l'usine, on va dire, si chez moi c'est un four qui est mon goulet d'étranglement, et ben l'ensemble du loyer de l'usine va être appliqué au four. L'ensemble des collaborateurs de l'usine, mais pourquoi je dis l'usine, de l'entreprise, est porté par le four. Et donc une heure de four coûte une heure de l'entreprise. Et donc quand on perd une heure de four, on perd une heure
de l'entreprise, puisque c'est un résultat qu'on n'arrivera jamais à rattraper. On l'a perdu avec le goulot d'étranglement, on ne le rattrapera pas. La caractéristique du goulot d'étranglement, c'est de ne pas pouvoir rattraper le temps perdu. Et donc, on a perdu une heure, on a perdu une heure de l'entreprise. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une comptabilité qui colle parfaitement avec la réalité que l'on a décidé d'observer, c'est-à-dire celle d'un goulet d'étranglement. Voilà, donc, c'est pas très compliqué, c'est juste un changement de paradigme. Et donc, ça demande surtout une bonne compréhension de la théorie des contraintes. Dès le premier livre de Goldratt, hein, Le But, dans les dernières versions, il décrit la question de la comptabilité à la mode de Goldratt. Voilà, donc comme dit Frédéric, effectivement, dans les commentaires, c'est pas gagné de trouver un expert comptable qui connaît ce Scopus, effectivement. Mais il y a 10 millions de gens qui ont lu le livre, donc il doit certainement y avoir des experts comptables dedans. Et puis le plus important, c'est peut-être déjà soi-même, en ayant lu le but et en ayant voilà, assimilé les bases de cette approche, voilà, se l'approprier et puis commencer à réfléchir à travers cette logique-là, celle du goulot d'étranglement. Et ensuite, voilà, l'expert comptable, il va mettre en forme les choses. Mais je dirais que c'est vraiment la logique qui va nous permettre de comprendre notre entreprise et à partir du moment où on comprend son entreprise, de comprendre mieux comment la faire évoluer. Ce qui, évidemment, est toujours plus compliqué au début. Voilà, quand on a 10 ressources, que ce soit des hommes, des machines en production, on voit très bien qu'a priori, en mettant une de plus, on va pouvoir augmenter de 10% la production. Quand on démarre et qu'on a une personne à la production, et qu'elle est déjà chargée à bloc, c'est plus compliqué d'évoluer de 10 ou de 50%, puisque voilà, si on prend une deuxième personne, ça va obliger plutôt d'augmenter de 100% sa production, donc ses ventes. Donc comment est-ce qu'on va financer ça? Et voilà, c'est toute la difficulté d'entreprendre et toute l'agilité que ça requiert en termes de polyvalence, etc.